Mesdames les ministres, mesdames les magistrates, messieurs les magistrats, mesdames les avocates, messieurs les avocats, mesdames et messieurs du monde associatif, mesdames et messieurs, mesdames, juristes ou non, convaincus ou sceptiques, engagés ou curieuses, quelle que soit la raison de votre présence ici, vous êtes l'une des 500 personnes ayant répondu à l'appel. Alors bienvenue à la conférence de lancement du Code de droit des femmes. Enfin un code de droit des femmes. Enfin un code, mais d'abord, pourquoi un code? C'est quoi les droits des femmes? Pourquoi une association de femmes? Pourquoi féministe en fait? Autant de questions que nous nous sommes posées également chacune au moment de devenir membre de l'association Femenlo. Oui, nous sommes féministes, tout simplement parce que le sort des femmes nous préoccupe. En tant que juristes, nous voulons nous pencher, en particulier sur leur sort dans le droit. L'égalité entre les hommes et les femmes serait acquise en 2020. Alors pourquoi les femmes continuent d'être sous-représentées dans les enceintes de pouvoir et de direction? Pourquoi sont-elles moins rémunérées que les hommes? Pourquoi une dérangeante majorité de femmes sous le seuil de pauvreté? Ces déséquilibres ne sont pas nécessairement le départ d'une course vers une égalité parfaite sur le plan mathématique. Notre objectif n'est pas d'exiger que les femmes pourvoient la moitié ou la majorité des postes de pouvoir ou de direction. C'est plutôt l'occasion de s'interroger sur les raisons de ces phénomènes comme l'expression d'un rapport de domination. Quel est notre rapport au pouvoir en tant que femme ou en tant qu'homme, pas seulement à titre individuel, mais à titre collectif? Sur l'écart salarial, l'objectif n'est pas là non plus d'obtenir l'augmentation éventuelle des salaires des femmes, ou pas seulement, mais d'abord de s'interroger sur les raisons qui nous poussent à considérer comme normal dans notre société qu'une femme gagne moins bien sa vie qu'un homme. Quant au seuil de pauvreté, non, les féministes ne rêvent pas que le rapport s'inverse et qu'une majorité d'hommes bascule soudainement en dessous du seuil de pauvreté en lieu et place des femmes. Enfin, du moins, pas toutes les féministes. Mais interrogeons-nous, quel mécanisme provoque cette précarisation des femmes? D'autres questions encore, difficiles et clivantes. Pourquoi en Belgique les femmes deviennent-elles mères toutes seules en congé de maternité? Plus douloureux, voire sanglant. Pourquoi les femmes sont-elles l'écrasante majorité des victimes de violences sexuelles, de violences conjugales, dont les auteurs sont une écrasante majorité d'hommes? Là encore, ces constats interpellent. Tantôt, nous nous interrogeons sur l'opportunité d'un rapprochement des parents, pour les pères qui voudraient aussi une place auprès de l'enfant en début de vie, pour les mères qui, alors, ne se verraient pas nécessairement assigner ce rôle parental assimilé à une fibre maternelle naturelle. Ainsi, d'un point de vue féministe, rapprocher des hommes et des femmes est tout à fait pertinent. Mais pas toujours. Répondre adéquatement à la violence à l'égard des femmes, c'est aussi se positionner sur certaines mesures. La présomption d'innocence est cruciale, mais ne pouvons-nous pas traiter autrement les victimes, entendre leur voix, répondre à leurs demandes de protection, de mesures sociales, de prise en charge, de traitement de leurs plaintes? Tout reste à inventer. Nous vivons avec ces écarts de traitement entre les hommes et les femmes et ils nous sont banals. L'écart de représentativité, l'écart salarial, l'écart socio-économique, l'écart parental, l'écart béant dans le monde de la violence entre la prétendue victime et le présumé innocent. Et l'on peine à voir dans ce drôle d'équilibre, dont on dit parfois qu'il serait intimement lié aux qualités naturelles des hommes et des femmes, on peine à voir qu'on a laissé un rapport de domination s'installer. Ces différences de traitement que l'on retrouve dans le droit sont autant d'inégalités que nous voulons dénoncer en tant que femmes, juristes et féministes au sein de Femenlo. Le Code est né de cette idée. Bien des lois existent. Mais comment ces lois traitent-elles des phénomènes inégalitaires? Que dit le droit de la place de la femme dans la société? Que dit le droit du corps des femmes? Que voulons-nous faire dire au droit, quand il s'agit de femmes? Un code était donc nécessaire pour y reprendre tout ce que le droit raconte aujourd'hui sur les femmes. Ils sont ainsi recensés
tant les instruments qui consacrent les droits des femmes ou les protègent, que ceux qui les mettent en péril. Car effectivement, si le droit est un potentiel levier pour l'émancipation des femmes, pour le respect de l'égalité entre les femmes et les hommes, il est aussi l'instrument privilégié d'une structure patriarcale dont les femmes ont été longuement exclues. En tant que femmes juristes, nous ne cherchons pas à nous accaparer le droit. Cet instrument de pouvoir, nous voulons le manipuler avec précaution, ensemble, pour œuvrer à un modèle de société égalitaire, plus juste. Emparons-nous toutes et tous de ces questions. Ce code est une première démarche. Mais le droit n'est que le droit. Il est de notre responsabilité à toutes et tous, juristes ou non, d'ouvrir les yeux sur ces réalités très différentes des hommes et des femmes, de ne pas compter que sur le droit pour vivre de façon juste. Œuvrer à l'égalité en 2020, c'est d'abord accepter de voir les inégalités. C'est refuser de fermer les yeux sur les injustices que vivent les femmes tout au long de leur vie parce qu'elles sont femmes. C'est oser s'en indigner publiquement si nécessaire. C'est agir toutes et tous à notre échelle pour repenser le monde. C'est devenir féministe. Merci d'être un peu féministe ce soir par votre présence. Je laisse maintenant la parole à Madame Bénédicte Lienard, ministre des Droits des Femmes auprès de la Fédération Wallonie-Bruxelles, et à Madame Françoise Tulkens, ancienne juge et vice-présidente de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous font l'honneur d'introduire cette conférence. Merci surtout de nous avoir soutenus tout au long de ce projet de code de droits des femmes et également depuis la naissance de l'association. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous avoue que d'ici, c'est vraiment impressionnant de voir cette salle remplie. 500 personnes, j'ai entendu. C'est vraiment impressionnant et je pense que c'est déjà, rien que ça, une très belle réussite de voir autant de personnes s'intéresser non seulement à la question du code, mais aussi à la question des droits des femmes, comme ça, un jeudi après-midi. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Et donc, je suis extrêmement heureuse d'être là, mais aussi honorée de pouvoir être là aujourd'hui. À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, c'est vraiment un plaisir de voir que des initiatives comme celle-ci ont lieu. Et donc, félicitations déjà à la SBL Fem & Law pour cette conférence et évidemment pour le code qui est présenté aujourd'hui. Alors, pionnière dans la révolution féministe, Olympe de Gouges est l'une des premières femmes à réclamer l'égalité des droits entre tous les citoyens, sans distinction ni de sexe, de couleur ou de revenus. En avance sur son temps, elle propose le suffrage universel complet, l'accès des femmes à toutes les fonctions, le droit au divorce, la création de maternité. En 1791, et oui, c'était en 1791, elle publie sa Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, texte sans réelle valeur juridique, il est vrai, mais qui permet de critiquer ce droit qui ne s'applique alors qu'aux hommes. Considérée comme folle, Olympe de Gouges finira guillotinée, une mort tragique qui s'ajoute à celle des milliers de sorcières victimes en Europe et en Amérique durant plusieurs siècles. Sorcières qui ont refusé de se soumettre au contrôle des hommes. Le droit n'est pas neutre et ne l'a jamais été. Il est édicté par des hommes pour des hommes. Il constitue le reflet de notre société patriarcale où la femme n'est pas l'égale en droit de l'homme. Heureusement, nous le voyons, les lignes bougent, trop lentement sans doute, avec des remises en question parfois, mais elles bougent. Droit de vote et d'éligibilité, droit à l'avortement, droit de propriété sont heureusement des avancées qui existent. L'égalité des femmes et des hommes est garantie dans l'article 10 de la Constitution. Mais dans les faits, les jugements restent trop souvent inégalitaires et les lois trop peu efficaces pour protéger les femmes. Qu'il soit l'allié de la cause du droit des femmes ou un frein, le droit ne peut être ignoré. L'ASBL Fem & Law souhaite le mettre au service des femmes et de celles et ceux qui défendent leurs droits. À ce jour, il n'existait ni code, ni ouvrage juridique de langue française, en tout cas, traitant des droits des femmes. Ce code répond donc bien à un besoin, à ce besoin, de manière innovante,
précise et analytique. Ce code constitue un outil précieux pour moderniser le droit, mais aussi de manière plus large pour celles et ceux qui défendent chacune et chacun la cause des droits des femmes. En tant que ministre des droits des femmes en Fédération Wallonie-Bruxelles, je souhaite évidemment que ce code vive et que le plus grand nombre puisse se l'approprier. Il est important que les approches genrées du droit soient discutées et qu'elles résonnent dans les sociétés, dans la société, en partant des acteurs et des actrices de terrain jusqu'aux organes décisionnels. Je terminerai en disant qu'aujourd'hui, le monde change. Les lignes sont en train de bouger à tous les niveaux, en culture, en cinéma, dans les entreprises par exemple. Il y a véritablement une prise de conscience de l'urgence en matière des droits des femmes. J'en veux entre autres pour preuve le succès de cette conférence qui nous rassemble aujourd'hui. 500 personnes, changement de salle pour pouvoir répondre à la demande. 500 personnes se sont inscrites pour assister aux différentes prises de parole qui aborderont des enjeux très divers liés à cette thématique. Le droit constitutionnel, la précarité des femmes, les contentieux familiaux, la lutte contre l'impunité et enfin, un sujet qui mériterait certainement plus d'attention, l'intersectionnalité, avec une présentation concernant les femmes d'origine étrangère. Les enjeux sont énormes, le changement est possible. Nous devons de manière concertée, à tous les niveaux, répondre à cette urgence. Cette urgence d'ailleurs qui a été constatée aussi ce matin par Bertrand Haine, pour ceux qui ont suivi, en matière de viol, puisqu'il y a toute une étude qui a été menée par Amnesty International sur la question et que les chiffres sont affolants en matière de viol dans notre pays. Au niveau politique, c'est la façon concertée de travailler, c'est ce qui rejaillira dans la conférence interministérielle des droits des femmes qu'on vient de créer en décembre. Cette conférence s'est créée et qui réunit l'entièreté des niveaux de pouvoir de notre pays. Ça en fait beaucoup, je sais, mais qui va permettre de travailler de manière transversale et concertée dans le futur, et à laquelle s'ajoute un décret qui a été approuvé au Parlement mardi de cette semaine, un décret qui concerne un plan relatif aux droits des femmes pour toute la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc en quelques mois, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a avancé en matière de droits des femmes et je pense qu'on peut s'en réjouir. Donc, je peux vous assurer aujourd'hui qu'à côté du travail qui est mené dans votre secteur, au niveau de mes collègues politiques, que ce soit en Fédération Wallonie-Bruxelles, mais aussi en Wallonie avec la ministre Christine Moréal, ou à Bruxelles avec la ministre Barbara Tract, avec la ministre Nawal Benamou, nous sommes donc de partis différents, mais donc aussi dans mon gouvernement avec d'autres membres d'autres partis, nous avons décidé de dépasser les logiques partisanes pour répondre à l'urgence des droits des femmes. Nous avons bien conscience que si nous n'agissons pas maintenant, nous n'agirons jamais. Il était temps peut-être d'en avoir conscience, en tout cas c'est fait, et vous pourrez compter sur nous pour travailler auprès de vous tous sur la question des droits des femmes. Je vous remercie. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Madame la ministre, mesdames et messieurs, à vos titres et qualités, et puis surtout, chers amis et chères amies. Nous sommes nombreux ce soir, très nombreux, au fond pour saluer une grande première, la parution de ce fameux code commenté sur le droit des femmes. Et un code, il faut le rappeler, ça a une dimension symbolique extrêmement forte. Voilà donc une initiative que je trouve magnifique. C'est une initiative originale, unique, car un ouvrage de ce type manquait évidemment. Mais comme toute bonne idée, c'est une idée très simple. Elle consiste à rassembler en un seul recueil tous les différents textes juridiques pertinents sur le sujet, les lois, la Constitution, les décrets, les ordonnances, les traités, les conventions, les chartes, les directives, que sais-je encore. Donc de rassembler dans un recueil toutes les sources juridiques pertinentes et ce est très important, associer à chacune une analyse scientifique. Une bonne idée, une idée simple. Il fallait y penser et l'association Femello l'a fait, bravo. Mais si on y réfléchit un peu plus loin, quel rôle, au fond, le droit peut-il jouer dans le combat pour les droits des femmes ? Est-ce que le droit ne doit plutôt pas être mis en accusation ? Le droit a longtemps placé les femmes dans une situation d'infériorité.
avant de dénier, sous couvert d'égalitisme formel, la nécessité de réserver une réponse différenciée à certaines situations spécifiques que la question du genre soulève inévitablement. C'est sûr que le droit est un instrument de reproduction des inégalités, mais je pense que le droit peut aussi être un puissant levier de transformation du réel, suivant la finalité qu'on lui assigne. À quoi sert le droit, et je cite, se demandait malicieusement François Hoss, que certains connaissent certainement, dans un ouvrage récent. Et j'ai envie de lui dire, de lui répondre à beaucoup de choses, si on y met une dose de créativité. Éminemment plastique, le matériau juridique se prête, à mon sens, adéquatement à la lutte pour une société véritablement inclusive. Et je dirais même que les ressources du droit sont sans limite, pour autant que l'on veut bien prendre la peine de s'y pencher. Et ça, c'est pour moi la première qualité de ce code commenté. C'est la première qualité, il met à la disposition de tous les dispositions les plus porteuses, les plus pertinentes pour soutenir le droit des femmes. Et ces dispositions, vous le verrez dans l'ouvrage, elles sont puisées aussi bien dans l'ordre juridique belge que dans l'ordre juridique européen, international, parce qu'aujourd'hui, le droit se pense et se construit dans ces ordres-là aussi. Mais au-delà de l'exercice de compilation des sources, ce code révèle vraiment une valeur ajoutée. D'une part, il va alerter, il nous alerte sur des textes auxquels, malheureusement, notre cloisonnement disciplinaire, on est tellement habitué à ça qu'on croit que c'est de droit divin. Notre cloisonnement disciplinaire ne nous fait pas toujours songer spontanément. Regardez la Convention d'Istanbul. La Convention d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, 11 mai 2001, et je dis ça sans critique aucune, elle est souvent ignorée des civilistes. Et puis d'autre part, et ça c'est l'autre aspect de la valeur ajoutée du Code, le Code place dans le champ de la réflexion des réglementations des textes qui, a priori, sont au fond très peu genrés. Par exemple, le bail. On n'y pense pas spontanément. Dès lors, à toutes celles et à tous ceux qui veulent utiliser le droit au quotidien pour reconnaître et mettre en œuvre les droits des femmes, ce Code fournit, à mon sens, un outil le plus efficace qui soit. Alors évidemment, je pense, à tous ceux qui sont ici dans la salle, aux avocats dans les causes qu'ils défendent, aux magistrats dans les litiges dont ils sont saisis, aux membres de l'administration dans les décisions qu'ils sont amenés à prendre, aux travailleurs sociaux dans l'aide qu'ils apportent aux justiciables, aux militantes, aux militants aussi, pour cibler leur action. Ce fameux voile d'ignorance ou d'indifférence de la justice et de l'appareil judiciaire à l'égard des femmes, il est toujours là. Il est toujours là et ce voile empêche tout simplement de voir et de prendre en compte la situation des femmes dans leur spécificité, dans leur diversité. Les femmes migrantes ou qui demandent l'asile, celles qui appartiennent à des minorités, les femmes roms, les femmes handicapées, les femmes âgées, celles qui vivent dans la précarité et l'extrême pauvreté, les femmes en prison aussi, et sans compter toutes celles qui cumulent ces désavantages. Je voudrais dire un mot peut-être plus technique, mais qui me semble quand même important, sur la sélection des textes commentés et la structure de l'ouvrage. Celui-ci couvre à la fois des instruments transversaux et des textes davantage catégoriels. Alors les premiers, les textes transversaux, ils irriguent l'ensemble des matières avec les droits fondamentaux européens et universels. Et ça, j'avoue, j'y suis vraiment très sensible parce qu'ils présentent ces textes internationaux des droits humains comme vraiment un aiguillon privilégié. Et puis pour les textes catégoriels, pour les autres, les auteurs du Code ont eu cette excellente idée de ne pas s'en tenir à ce découpage traditionnel que l'on connaît tous, évidemment, par branche du droit, le droit civil, le droit pénal, le droit judiciaire. Ils ont aussi imaginé et introduit des catégories complémentaires et que je trouve vraiment importantes parce qu'elles sont proches des réalités actuelles. Les droits économiques, sociaux et culturels dont on parle si peu et dont on devrait parler tellement. Les droits des étrangers et de la migration. Et à cet égard, pardonnez-moi de le dire, mais je ne résiste pas. Ce que nous voyons aujourd'hui en Grèce est une honte pour l'Europe et pour l'humanité. On ne peut pas l'accepter. Les droits politiques aussi. Pour les prochaines éditions, et je suis sûre qu'il y aura des prochaines éditions, parce que d'abord le droit il évolue tout le temps, donc il faudra le faire. Il faudra y penser, mais c'est une réflexion à mettre en place, élargir le champ des catégories, notamment au droit humanitaire, à la situation des femmes dans, pendant et après les conflits. Il y a là des thèmes vraiment importants. Et puis maintenant, je reviens à la seconde qualité de ce code commenté. Tous les instruments qui sont repris sont accompagnés d'une analyse critique.
Et je dirais, nous le savons tous, parce qu'on en a tous fait l'expérience de notre vie professionnelle. Le droit requiert évidemment un éclairage. Le droit requiert une mise en perspective si on veut renouveler nos interprétations et surtout sortir de nos ornières mentales. Nous avons tous nos ornières mentales. Et ces commentaires, vous les verrez, ils sont brefs, incisifs, ils sont l'œuvre d'excellents auteurs, à la fois des hommes et des femmes, des jeunes et des moins jeunes, très bien, qui sont à la fois impliqués dans la cause du droit des femmes et hautement compétents. Et donc, on a entre les mains un ouvrage qui a une grande valeur scientifique, mais qui a alors cet élément qui pour moi est tellement important, de réconcilier l'engagement personnel avec les exigences académiques. Et ça confère alors à ce recueil une pertinence sociale particulière et sans équivalent. Ces analyses de doctrine qui sont là dans le Code sont à mes yeux d'autant plus essentielles qu'aujourd'hui, il faut ouvrir de nouvelles droits, de nouvelles voies. Et bien sûr, il y a toujours la question de l'égalité homme-femme, et je dirais on n'en aura jamais assez parlé. Mais ce n'est pas seulement sur le terrain de l'égalité que la question de l'accès réel des femmes à la justice se pose. C'est aussi, me semble-t-il, sur un terrain plus subtil et difficile de la prise en compte réelle de ce qu'on peut véritablement appeler l'expérience des femmes. Et là-dessus, le chantier ne fait que commencer. Et je vois bien à la fois pour les droits humains, et je dirais la même réflexion peut se faire pour les droits généraux, le développement d'une véritable méthodologie des droits et des droits humains devrait développer, et l'élément central serait de faire évoluer le droit afin qu'il réponde aux exigences spécifiques des femmes, tout en demeurant bien sûr universel. C'est en quelque sorte mutatis mutandis, puisqu'on aime bien d'employer cette belle expression latine. Il s'agirait d'une application du concept de l'universalité inclusive et qui consiste à prendre en compte la spécificité de certains groupes qui ne répondent pas toujours au modèle dominant. Et dans la mise en œuvre du droit, l'interprétation, et c'est pour ça ces analyses, ces commentaires qui accompagnent sont pour moi uniques, l'interprétation est un lieu de rencontre privilégié. Alors je ne voudrais pas terminer cette brève contribution sans évoquer le travail remarquable accompli par le collectif Femmes & Law. C'est une jeune association de femmes juristes féministes qui regroupe des professeurs, des chercheuses, des praticiennes actives dans les différentes branches du droit. Et je dirais qu'elle se distingue par un dynamisme peu commun. D'avoir rassemblé cette salle ici le 5 mars à 17h30, c'est un miracle, mais je n'y crois plus. J'ai eu la chance de connaître cette association presque depuis sa création. Et là, je voudrais remercier, elles sont certainement ici, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les voir, je voudrais remercier Oriana Simonet et Sarah Datoussaïd, car c'est avec vous qu'en 2007, j'ai eu les premiers contacts avec Femmes & Law. Et vous êtes parmi les fondatrices. Moi, je soutiens vraiment sans réserve votre engagement, parce que, bien sûr, il reste énormément de choses à faire. Oui, c'est certain qu'aujourd'hui, on va nous dire que les femmes ont désormais acquis des droits et des libertés qui étaient impensables autrefois. Mais comme on vient de le dire, elles les ont acquis dans une société qui reste structurellement masculine, aussi beau bien au niveau national qu'international ou mondial. Et puis, lorsqu'on se situe dans une perspective historique, on est obligé de le faire, on se rend bien compte que les acquis sont toujours fragiles et que les tentations de régression ne manquent pas, comme on le voit aujourd'hui presque tous les jours. Donc une immense vigilance, une grande vigilance s'impose. C'est pour ça que le sous-titre « Women's Rights Watch », je trouve ça génial. Votre sous-titre est exactement ça, c'est vous qui le dites, « Women's Rights Watch ». Moi je pense, mais voilà, ça c'est vraiment une considération personnelle, puisqu'on a évoqué le féminisme, que l'enjeu du féminisme c'est, et je cite un auteur déjà bien ancien, Françoise Collin, reste la restructuration fondamentale des rapports entre les hommes et les femmes, qui engage les uns et les autres dans la redéfinition d'un monde commun. Voilà, ce code commenté, c'est un recueil pionnier. Je suis sûre qu'il sera appelé à devenir un peu la pierre d'angle de la reconnaissance des droits des femmes en Belgique, ailleurs, une reconnaissance dans laquelle nous sommes toutes et tous engagés. Bravo et merci.